Merci. Donc, remercier le comité scientifique, le comité de l'organisation de m'avoir invité ici à ces deuxièmes rencontres de pneumologie franco-tunisienne. Remercier le docteur Fakfak et donc le docteur Café, qui m'ont donc invité à venir vous parler donc du dépistage du cancer du poumon, donc un thème qui m'est particulièrement cher. Alors, le cancer du poumon est un excellent candidat au dépistage. Il répond en effet aux principaux critères établis par l'OMS pour dire qu'une maladie est éligible à un dépistage. Vous le disiez, mais on voit sur cette diapositive que le cancer du poumon est le premier cancer, notamment donc en Tunisie, hein, mais aussi dans les pays du nord de l'Afrique, dans les pays de l'Est et de l'Asie chez les hommes. Chez la femme, ça reste bien sûr le cancer du sein. Par contre, quand on parle de mortalité, hein, on voit que le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier chez l'homme dans la plupart des pays. Et un point important, c'est que chez la femme, on voit dans certains pays, que ce soit en Europe du Nord ou en Amérique du Nord, que le cancer du poumon est plus meurtrier que le cancer du sein. Alors, problème de santé publique, certes. On connaît aussi la survie du cancer du poumon à un stade avancé, avec un pronostic très sombre, avec une survie à 5 ans de moins de 10% hein, pour les stades localement avancés. Alors que cette survie, pour les stades dépistés et les stades précoces, notamment opérés, excède les 80%. D'où l'importance du dépistage précoce de ces cancers pour les traiter de façon curable. Et enfin, on a un test de dépistage qui existe. Ce test de dépistage, c'est le scanner faiblement irradiant ou donc scanner low dose pour les anglo-saxons. Donc ici, je vous présente donc l'étude NLST, hein, donc c'est une étude qui a été publiée il y a maintenant plus de 10 ans. Hein, donc c'est l'étude quand même qui a randomisé, contrôlé, qui a ouvert la porte au dépistage. Donc vous voyez, randomisé, contrôlé, plus de 53 000 participants avec deux bras, un bras scanner faiblement irradiant et un bras radiographie de thorax. Des critères d'inclusion, donc participants 55-74 ans, gros fumeurs, hein, plus de 30 paquets années, fumeurs actifs ou alors fumeurs qui avaient arrêté de fumer depuis moins de 15 ans. Le design, donc, c'était un scanner tous les ans pendant 3 ans. Dans l'autre bras, c'était une radiographie de thorax tous les ans pendant 3 ans. Un suivi de 6 ans et demi. Et puis, le dépistage était soit positif, soit négatif, et avec comme cut-off 4 mm. Cette étude a montré donc une réduction de la mortalité de 20%, mortalité spécifique par cancer du poumon dans le bras scanner low dose. Et c'est la seule étude actuellement à avoir montré une réduction de la mortalité globale dans le dépistage du cancer du poumon, mais aussi dans les autres dépistages, de 6,7% de la mortalité globale. Cette étude a été critiquée, on y reviendra tout à l'heure, pour son taux élevé de faux positifs. Il y avait un taux de faux positifs de plus de 23%. Deuxième étude qui a marqué, hein, c'est l'essai Nelson, publié lui récemment. Hein, il a été publié en février 2020. Donc c'est une étude randomisée contrôlée aussi. C'est une étude belge et hollandaise. 15 000 participants, plus de 7 500 dans chaque bras. Et donc là, il y avait un bras scanner faiblement irradiant versus rien, c'est-à-dire versus soins habituels. Des critères d'éligibilité un petit peu différents, hein, des patients plus jeunes, 50-74 ans, avec une intoxication tabagique un peu plus légère, on va dire, définie par 15 cigarettes par jour pendant 25 ans ou 10 cigarettes par jour pendant 30 ans, sevrés depuis moins de 10 ans.
Le design, vous aviez un scanner initial, un scanner à 1 an, un scanner à 2 ans et un scanner à 2 ans et demi. Le suivi, 10 ans. Et donc, cet essai a intégré la volumétrie dans la mesure des nodules et puis a intégré la notion de dépistage indéterminé. Vous verrez que cette notion de dépistage indéterminé a permis de faire chuter le taux de faux positifs. C'est-à-dire que vous aviez un dépistage négatif pour les petits nodules de moins de 50 mm3, un dépistage positif pour les nodules de plus de 500 mm3, et entre deux, le dépistage était considéré comme indéterminé, avec un contrôle scanographique à 3 mois, nouvelle mesure de la volumétrie, mesure du temps de doublement, en fonction du temps de doublement, reclassé positif ou négatif. Cet essai a montré, lui aussi, une réduction significative, statistiquement significative, de 24% de la mortalité chez les hommes. Il y avait quasiment exclusivement des hommes. Le taux de faux positifs était de 1,2%. Je rappelle le taux de faux positifs de l'étude NLST, 23%. Et donc cette chute du taux de faux positifs est liée aux algorithmes décisionnels. Autre étude importante dans le dépistage du cancer du poumon, c'est l'étude italienne MILD, qui a été donc elle publiée en 2019. Étude intéressante à plusieurs points. Des critères, vous le voyez, des critères d'inclusion qui sont un petit peu différents. Et donc un design lui aussi un petit peu différent. Il y avait là 3 bras. Un bras de contrôle, soit habituel, un bras scanner annuel et un bras scanner tous les 2 ans. Cette étude a montré une réduction là aussi importante de la mortalité spécifique par cancer du poumon, 39% de réduction de la mortalité dans le bras dépisté. Et puis, autre conclusion intéressante de cette étude, c'est qu'on ne voit qu'il n'y a pas de différence significative entre scanner annuel ou scanner tous les 2 ans. On en reparlera aussi dans la suite du topo. Nombreuses études, je vous disais. On arrive maintenant à avoir des méta-analyses. Donc vous avez cette méta-analyse publiée par Field. Vous voyez une méta-analyse où maintenant nous arrivons quand même à quasiment 100 000 participants. On est aux alentours de 94 000 participants. Et donc cette méta-analyse, vous voyez qu'on confirme sur plus de quasiment 100 000 participants. Donc une réduction de la mortalité spécifique de cancer du poumon de 16%. Et puis, sur la droite, vous voyez, donc, ça touche un petit peu la ligne, et on a une réduction qui est une tendance à la réduction de la mortalité globale qui est non significative, mais une tendance à la réduction de la mortalité globale de 3%. Alors, suite à ces différentes études randomisées et contrôlées, il y a eu des recommandations d'avis d'experts. Donc, vous avez les recommandations américaines, donc de l'US Preventive Service Task Force 2021. Et donc, vous voyez, ces recommandations ont été actualisées par rapport à celles qui dataient de 2013 pour donc des participants plus jeunes, 50-80 ans, d'accord, actifs ou sevrés depuis moins de 15 ans, et donc avec un tabagisme un peu plus faible que dans l'étude NLST, 20 paquets années. Même chose pour les recommandations de la CCP. Et puis, la Société d'ophthalmologie de langue française, le GOLF et la Société d'imagerie thoracique, en 2021, ont aussi émis des recommandations. Donc des recommandations qui se sont basées sur l'essai Nelson, 50-74 ans, 15 cigarettes par jour pendant 25 ans ou 10 cigarettes par jour pendant 30 ans. Sevré depuis moins de 10 ans, avec l'option sevré depuis moins de 15 ans. Alors, il faut savoir que l'efficacité a été démontrée pour ce dépistage. Il y a certains inconvénients au dépistage. Je vais donc vous montrer que ces inconvénients existent, mais que le rapport risque-bénéfice de ces inconvénients est toujours en faveur du dépistage. Donc il y a le risque de surirradiation. Il faut savoir que la dose moyenne dans l'étude NLST était de 1,4 millisievert, ce qui correspond à un peu moins de 6 mois d'irradiation naturelle. Bien sûr, on parle là d'un scanner faiblement irradiant, pas d'injection, avec une technique particulière. Le risque de cancer radio-induit existe, donc il faudra, dans
dans l'explication avec le participant, en parler, mais ce risque est considéré relativement faible. Donc, je vous ai mis l'exemple là tiré de l'étude de Rampinelli et collaborateurs. Donc, vous avez un risque de cancer radio-induit entre 2 et 6 pour 10 000 participants, 10 000 participants sur un suivi de 10 ans. Le risque de faux positifs. Donc là aussi, c'est régulièrement évoqué. Il faut savoir donc que je vous parlais de cette étude Princeps, donc l'étude NLST. Ce cut-off de 4 mm entraînait énormément de diagnostics de dépistage positif. Et il faut savoir que 9 fois sur 10, ces dépistages positifs étaient ce qu'on a appelé des faux positifs puisqu'il n'y avait pas de cancer. Vous voyez sur la droite qu'en fait, quand on regarde ces patients qu'on avait étiquetés faux positifs, qu'on appelle maintenant c'était plutôt des fausses découvertes, le suivi a été essentiellement non invasif et essentiellement de la radiologie, et essentiellement des examens radiologiques. Dans près de 58%, ces dépistages qui étaient positifs, en fait, ont eu des compléments d'investigation radiologique, essentiellement des scanners de contrôle. Vous voyez très peu de ponction biopsie, moins de 2%, très peu de fibroscopie, 1,8%, très peu de chirurgie. Et donc, l'essai Nelson, avec cet algorithme très intéressant, cet algorithme de dépistage indéterminé, c'est-à-dire qu'on fait un break, d'accord, on dit non, c'est pas positif, c'est pas négatif, pour l'instant c'est indéterminé, on recontrôle à 3 mois, au bout des 3 mois, en fonction du temps de doublement du nodule, on étiquettera positif ou négatif. Et donc là, vous voyez que ce taux de faux positif chute à 1,2%. Là aussi, cette notion de faux positif doit être intégrée dans la discussion que vous avez avec le participant. Surdiagnostic. Alors, le surdiagnostic, c'est quoi? Le surdiagnostic, c'est un diagnostic d'un cancer du poumon fait par le dépistage chez un patient en fait, qui décédera d'autre chose. Alors, dans les données initiales de l'étude NLST, ce taux de surdiagnostic était initialement de plus de 18%. Le suivi de l'étude NLST à 12 ans a montré, vous voyez les deux courbes juste en bas qui se rejoignent entre radiographie de thorax et scanner, et donc un taux de surdiagnostic qui, pour finir, avoisine les 3%. Essentiellement des carcinomes in situ, qu'on a aussi qu'on appelait avant des bronchiolo-alvéolaires. L'essai Nelson, le surdiagnostic, lui, est estimé à 8,9%. Donc on voit que, en respectant les critères d'inclusion, c'est-à-dire, on verra tout à l'heure, notamment ne pas dépister les patients qui ne pourraient pas avoir notamment de chirurgie thoracique, et en respectant les algorithmes décisionnels, notamment pour la prise en charge des nodules en verre dépoli, on optimise ce taux de surdiagnostic. Enfin, dernier inconvénient, je vais dire, du dépistage, ce sont les complications lors du dépistage. Là aussi, on revient sur cette étude NLST. Alors, dans l'étude NLST, on avait, dans le groupe avec cancer du poumon, 11 complications qui étaient étiquetées sévères ou majeures, avec 1,5% de décès. Dans le groupe, en fait, qui était positif mais sans cancer, vous voyez qu'on a 100 fois moins de complications sévères majeures et 25 fois moins de décès. Vous avez sur la droite une infographie, donc j'ai trouvé très intéressante, qui peut être éventuellement délivrée aux participants pour bien leur expliquer ce qu'est le dépistage du poumon, du cancer du poumon et ce que sont les éventuelles complications. Vous avez représenté donc un stade de foot de 10 000 personnes. En vert, ce sont les dépistages qui sont négatifs. Donc vous avez plus de 9 700 participants qui auront un dépistage négatif. En violet, donc dans la tribune à droite, vous avez 224 personnes chez qui on portera le diagnostic du cancer du poumon. Et puis vous avez en bleu, ce sont 55 personnes qui auront un dépistage positif, qui ne sera pas un cancer, mais qui auront des explorations invasives. Et vous aurez
cette personne, le petit carré rouge qu'on voit très peu là, ces 7 personnes-là auront une exploration chirurgicale pour ce qui sera un dépistage positif mais qui ne sera pas un cancer. Donc vous voyez là aussi que le rapport risque-bénéfice est en faveur du dépistage. Je vais maintenant vous parler de l'aspect pratique, on va dire, du dépistage. Pour vous présenter ça, donc je m'aide des recommandations donc, de la Société de pneumologie de langue française. Donc j'ai eu la chance de participer donc, à ces recommandations. Donc, à qui proposer donc, un dépistage du cancer du poumon? Donc on a en fait pris les critères d'inclusion qui sont les critères d'inclusion de l'essai Nelson. Âge compris entre 50 et 74 ans. Je vous décris le tabagisme. Acceptation du dépistage après une information éclairée sur notamment les différents inconvénients. Et puis patient volontaire pour une démarche d'aide au sevrage tabagique. Les critères d'inclusion, je les résume rapidement. Ces critères de non-inclusion, ce sont les patients en fait qui ne peuvent pas bénéficier d'une chirurgie thoracique. Les critères de sortie, en fait, c'est les patients donc, qui ont une durée de sevrage tabagique de plus de 10 ou 15 ans, d'accord, un âge supérieur à 74 ans, ou la survenue d'un critère de non-inclusion. La durée optimale du tabagisme, au moins 5 ans, de 5 à 10 ans. L'intervalle conseillé entre les 2 tours de dépistage, donc il est important de ne pas dépasser 2 ans entre 2 dépistages. Pourquoi ne pas dépasser 2 ans? Parce que je vous ai parlé au tout début de l'essai Nelson. Dans le dernier tour, qui se faisait 2 ans et demi après le 3e scanner, en fait, il a été retrouvé plus de stade 4 et plus de cancer incident, cancer de l'intervalle. Donc en fait, ce qui est recommandé, c'est on fait 2 scanners à 1 an. Si ces 2 scanners sont négatifs, on espace après tous les 2 ans. Sauf chez les patients qui ont d'autres facteurs de risque que le tabagisme, notamment la BPCO et l'emphysème. La modalité pratique du TDM low dose, donc je reviens sur cet examen. Donc on parle d'un scanner faiblement irradiant, une technique particulière justement pour ne pas induire de surirradiation. C'est donc bien sûr sans injection de produits de contraste, sur des appareils qui sont multibarrettes, des épaisseurs de coupe de moins de 1,5 mm, et donc un produit dose longueur de moins de 100 mg par centimètre. On fait une analyse volumétrique, et il n'est pas recommandé de second lecteur, ça c'est important. Par contre, il est recommandé un CAD, qui fera office de second lecteur en fait. Comment interpréter les examens tomodensitométriques dans le cadre du dépistage? Alors, pour les nodules solides qui sont non calcifiés, donc ce sont en fait des algorithmes tirés en fait de l'essai Nelson, donc ce sont les recommandations de la SPLF. Une fois qu'on a éliminé les caractéristiques bénignes d'un nodule, il est recommandé, donc ce que je vous disais tout à l'heure, une analyse volumique. Dépistage négatif pour les petits nodules, donc de moins de 50 mm3, en 2D, donc c'est éventuellement 5 mm. Positif avec une prise en charge directe en RCP pour les nodules plus gros, 500 mm3. Et entre deux, 50-500 mm3, le scanner à 3 mois, donc c'est ce qui permet, je vous le disais tout à l'heure, donc de bien baisser le taux de faux positifs. Scanner à 3 mois avec ce qu'on appelle une mesure du temps de doublement. On mesure le temps de doublement du nodule. Moins de 400 jours, on considère que le dépistage finalement est positif, le patient partira en RCP, et il est supérieur à 400 jours, le dépistage est négatif. Les nodules en verre dépoli, donc ce sont ces nodules-là où il faut être vigilant, pas trop invasif, parce qu'on sait que ce sont ce type de lésions où on risque de faire du surdiagnostic.
Moins de 8 mm, négatif. Plus de 8 mm, on considère qu'il est indéterminé, on fait un scanner à 3 mois, plus ou moins antibiothérapie. Le nodule grossit, 2 mm, l'aspect envers des polis grossit, ou il y a apparition d'un centre solide, et dans ce cas-là, le dépistage est considéré comme positif et on part en RCP. Et puis vous avez les nodules qui sont entre deux, hein, qu'on appelle les semi-solides, ou les nodules envers des polis mixtes. Donc c'est vrai que ceux-là peuvent poser aussi souci. Et donc là, on a un mixte des deux algorithmes. C'est-à-dire que la composante solide est de moins de 5 mm ou 50 mm3. Le nodule est de moins 8 mm, on considère qu'il est négatif. La composante solide est de plus de 500 mm3, il est considéré d'emblée comme positif. Entre deux, même chose, vous faites le scanner à 3 mois et vous réévaluez en intégrant le temps de doublement pour la partie solide. J'ai encore un petit peu de temps ? 5 minutes. J'ai commencé tard. Alors, juste très rapidement alors. Donc en France, l'HAS ne recommandait pas le dépistage suite à cette décision de 2016. Elle avait considéré qu'il n'y avait pas suffisamment de données. Et donc l'avis de l'HAS a changé en février 2022, puisque désormais l'HAS reconnaît l'efficacité du dépistage. Alors je vais très rapidement vous présenter notre étude sur le dépistage du cancer du poumon que nous avons effectué dans la Somme. Les critères d'inclusion en fait étaient les critères d'inclusion de l'étude NLST et nous avons utilisé les algorithmes décisionnels de l'essai Nelson. Donc nous avons fait un mixte des deux. Les patients en majorité étaient recrutés par les médecins généralistes et donc en fonction des algorithmes, on considérait qu'ils étaient positifs ou négatifs. Donc on a recruté plus de 1300 participants. 2 tours ont été effectués, le 3e est en cours d'analyse. Et donc premier tour, on a eu 949 scanners qui ont été effectués avec une majorité de dépistage négatif. Vous voyez 17% de dépistage indéterminé, 5,7% de dépistage positif. Après le scanner à 3 mois, pour finir, on a 6% de dépistage positif, 87% de dépistage négatif. Et donc, parmi ces dépistages positifs, on a eu 26 cancers. 26 cancers, soit un taux de prévalence de 2,7%. Et vous voyez un taux de faux positifs, donc 29 dépistages positifs qui n'étaient pas des cancers, ce qui nous fait un taux de faux positif de 3,1%. Vous voyez qu'on fait nettement mieux que l'étude NLST et on se rapproche de l'essai Nelson en utilisant les mêmes algorithmes en vraie vie. Scanner à 1 an, donc on a 329 scanners, donc on a un taux de participation qui baisse entre ce premier et le 2e tour. Nous, on l'explique par des problèmes logistiques, manque de courrier de relance. On a redemandé aux médecins traitants de refaire une ordonnance qui a peut-être rajouté à leur travail administratif et qui ne les a pas amenés à réaliser cette 2e ordonnance. Et donc, même chose, 4,6% de dépistage positif initialement, 3,4% de dépistage indéterminé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez qu'il y a une chute significative du taux de dépistage indéterminé entre le premier et le 2e tour, ce qui s'explique par le fait que les anomalies notées au 2e tour, qui étaient déjà présentes sur le scanner du premier tour, étaient considérées comme négatives. Et donc, sur ce 2e scanner, on a retrouvé 8 cancers, soit un taux d'incidence de 2,43% et un taux de faux positif de 2,43%. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait essentiellement des stades localisés dans ces cancers diagnostiqués. Vous voyez qu'entre le premier et le 2e tour, c'était 77 et 75% de stade 1 ou 2, et que, parallèlement, on a, au niveau des traitements, une grande majorité de traitements chirurgicaux, puisque, au niveau du premier tour, 77% de traitements chirurgicaux et 87% de traitements chirurgicaux au 2e tour, de la radiothérapie stéréotaxique
chez 4% au premier tour, chimiothérapie 4%, radiochimiothérapie 12 et 13% entre le premier et le deuxième tour, et 4% de patients qui n'avaient pas souhaité de traitement. On a complété cette étude en s'intéressant donc à l'échelle du département entre les patients qui avaient pu être dépistés, donc il y avait un cancer du poumon diagnostiqué lors d'un dépistage, et les patients qui avaient un cancer du poumon découvert dans le cadre de l'histoire de leur maladie. Et donc on a montré de façon très intéressante qu'on a un changement de stade, c'est-à-dire que chez les patients qui sont dépistés, on a une grande majorité, on approche les 80% de stade 0 à 2. À l'inverse, chez les patients non dépistés, on en est à 30%. Et ça se traduit par la survie, c'est ce qu'on voit sur le graphe à droite, puisque les patients qui ont été dépistés ont une survie qui est significativement supérieure aux patients qui sont non dépistés. J'en termine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour mettre en œuvre de façon territoriale un dépistage du cancer du poumon organisé? Donc, il faut clairement impliquer les médecins généralistes, les centres de dépistage, ça c'est important. Il faut que les critères d'éligibilité soient connus de tout le monde, soient connus des professionnels de santé, soient connus aussi de la population, avec une information éclairée sur les rapports risque-bénéfice de ce dépistage. Bien sûr, il faut intégrer au dépistage la prise en charge du tabagisme, ça c'est nécessaire. Et puis il faut identifier les centres de dépistage avec une standardisation des protocoles et une évaluation aussi des nodules, notamment au niveau des algorithmes. Enfin, il y a bien sûr le problème du financement. Donc il est clair que en ce qui concerne le cancer du poumon, 80% du cancer du poumon est lié au tabac, donc on peut se dire qu'on a un financeur éventuellement tout trouvé. Et puis on a aussi la problématique de savoir si notre système de santé est en capacité d'organiser ce dépistage. Il faudra être innovant dans le dépistage. Je pense que il y a les anglo-saxons qui développent donc des scanners mobiles. Il faudra savoir utiliser les nouveaux modes de communication. Il faudra communiquer sur l'existence de ce dépistage. Et j'en termine avec ce que nous a dit donc notre président français Emmanuel Macron il y a un peu plus d'un an, en disant qu'avec le dépistage du cancer du poumon, nous allons défricher de nouvelles frontières. Et je vous remercie. Oui, ça marche. Merci, professeur Leleu, pour cette très belle présentation. Nous avons un peu de retard, donc on va se permettre 2 petites questions. Professeur Louzir. Merci pour cette belle présentation. Alors, quand on voit les critères par rapport au dépistage qui est proposé, on ne voit pas l'implication du score de risque. Et en l'occurrence, les caractéristiques radiologiques, le terrain, et je pense que ça c'est un élément peut-être par rapport aux faux positifs et par rapport au dépistage. Or, ça n'apparaît pas dans ce protocole qui est proposé. Et deuxièmement, ce qui n'apparaît pas aussi, c'est par rapport aux vers dépolis, qui actuellement, on connaît que les vers dépolis, même s'ils sont petits de taille, s'ils persistent après 3 mois, c'est toujours bien d'aller les contrôler 3 à 5 ans après. Par rapport, alors quels sont vos commentaires par rapport à ça? Alors, sur votre première intervention, donc sur les modèles de prédiction de risque, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut savoir par contre que ça n'a pas ou très peu été validé dans les études randomisées contrôlées. Il est clair que ça permet une diminution du nombre de faux positifs, mais qu'après on se heurte éventuellement en vie réelle, en vraie vie, au taux de participation. Que ce soit le PLCOM 2012
où vous avez une nécessité quand même, en plus du tabagisme, on intègre le niveau social, on intègre la race, on intègre plusieurs données qui sont difficiles à mettre en place dans un domaine, le dépistage, où on se heurte au taux de participation surtout. Mais il est clair que ce travail sur les modèles et les prédictions de risque est un modèle de recherche. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Sur le ver dépoli, là je suis tout à fait d'accord aussi avec vous. Les vers dépolis, on les suit pendant plus de 5 ans. Et puis, on n'est pas invasif. On a le temps pour les surveiller, pour les suivre. Docteur Zarrouk. Je voudrais poser concernant les travaux réalisés dans le domaine du dépistage du cancer du poumon. Est-ce que ces travaux ont étudié le retentissement psychologique sur des patients qu'on suit 2 ans ou plus et à la fin on leur dit que ce n'est pas un cancer du poumon? Donc les conséquences psychologiques, est-ce qu'ils sont... Donc, les études sont sorties sur les conséquences psychologiques. Il n'y a pas de conséquences psychologiques à moyen et long terme. Docteur Smati, après Docteur Drira, et on terminera avec votre question. Merci pour cette très belle présentation. Pour nous, comme chirurgiens thoraciques, on a intérêt d'avoir des malades qui ont des cancers précoces. Tout d'abord, pour nous remonter le moral, lorsqu'on opère un malade et on garantit sa guérison, c'est quelque chose d'acquis qui nous fait avancer encore plus, mais également pour appliquer les nouvelles techniques de chirurgie endoscopique, puisque les suites opératoires ne sont pas les mêmes pour une thoracotomie que thoracoscopie. La thoracoscopie, on peut sortir le malade 1-2 jours en post-opératoire et ça peut également changer la vie dans la population pour le cancer du poumon, puisqu'il est réputé comme un cancer qui est mortel, quel que soit le stade de sa découverte. Soit il est découvert précocement et on fait la chirurgie et on a des suites parfois très difficiles, ou bien lorsqu'il est découvert à un stade avancé et le malade va subir la chimio et la radiothérapie, on sait très bien que le pronostic n'est pas toujours fameux. Ça, d'une part. D'autre part, le fait que d'avoir un nodule, il est suivi et puis on dit que ce n'est pas néoplasique. Ce qui est ressorti dans certaines études, c'est un facteur qui permet aux patients de rentrer dans le sévrage tabagique. Il y a beaucoup de malades qui ont arrêté de fumer parce qu'on a découvert chez eux des nodules qui ont été suivis, puis ils se révèlent non néoplasiques. Merci pour ces remarques pertinentes. Docteur Drira. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question. Donc, vous avez fait une étude dont vous nous avez montré les résultats, mais dans la vraie vie, on reçoit à la consultation des tabagiques qui viennent pour une petite douleur thoracique, qui viennent pour une bronchite banale, qui viennent pour une dyspnée. Dans la vraie vie, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que directement, moi, je fais un scanner à quelqu'un qui vient pour une toux d'origine apparemment virale? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre consultation, à part les travaux, l'étude que vous avez menée? Nous, on fait du dépistage. On dépiste systématiquement tous les patients qui entrent dans les critères que je vous ai donnés. Après, par contre, ce sont pour nous des patients qui sont, j'ai envie de dire, asymptomatiques. C'est-à-dire que, par exemple, ce sont les patients qu'on voit, par exemple, dans le cadre d'une BPCO, mais qui n'ont pas de plainte. Parce que, par exemple, voilà, on sait aussi que la toux, la dyspnée, les crachats hémoptoïques, là, on n'est plus dans du dépistage. Mais par contre, un patient qui vient, par exemple, un syndrome d'apnée du sommeil, d'accord, on se rend compte, en fait, il a les critères, on l'inclut dans le dépistage, et on fait par contre du scanner faiblement irradiant. Dernière question de Dr Farfer. Merci pour cette excellente conférence. Mais le dépistage, ça fait des années qu'on en parle avec le scanner low dose.
les gastro-entérologues envoient à la population en France des demandes de consultation, de coloscopie ou de dépistage du cancer digestif. Pour la gynécologie, c'est pareil, dépistage du cancer du sein. Quand est-ce qu'on va commencer à faire ça en France ou en Tunisie, en envoyant des demandes, des formulaires pris en charge pour faire un scanner systématique tous les ans ou tous les 2 ans? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça risque d'arriver dans les 5 ans. Pourquoi? Il y a cette décision de l'HAS qui est tombée il y a quelques mois. Il y a le plan cancer qui a été défini par le président de la République il y a 1 an, en février, où on axe énormément sur la prévention. Et puis, c'est ce que tu disais, au niveau des critères d'éligibilité, on a l'impression que c'est plus facile maintenant, parce qu'on est sur 50 ans. 50 ans, c'est aussi l'âge des autres diagnostics. Et donc, j'ai envie de dire maintenant, c'est plus que politique. C'est plus que politique.